Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Nadia Salah. Je suis responsable des rédactions du groupe Ecomédia, qui est le plus gros groupe privé, peut-être en Afrique, d'informations spécialisées. Tout à l'heure, vous parlez d'un esprit africain au Maroc. Ça m'a fait penser à une chose que je vais vous raconter. Juste avant la révolution du Burkina, où nous avons une filiale, nous sommes en train de développer l'information économique comme nous l'avons développée au Maroc, une information exempte d'influence politique. Et donc quand la révolution se préparait, notre président, le professeur Dilami, a dit « Ah, je ne peux pas ne pas y aller ». Il a pris le premier avion et il a passé la révolution avec nos troupes là-bas, parce que pour nous, il était important que la personne, le rang le plus élevé dans notre groupe, soit auprès des gens qui étaient peut-être les plus en danger, les plus en difficulté. Donc cet esprit de présence marocaine, vous voyez, c'est dans l'ADN, ça marche comme ça. Monsieur Arnouch, vous êtes le ministre de l'Agriculture marocain. Alors, on se connaît depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un souci, élu du Souss, un monsieur qui a le sens du commerce. Alors, je la fais brève. Il a tellement le sens du commerce qu'il fait son deuxième mandat auprès du deuxième gouvernement marocain, un gouvernement istiklalien puis un gouvernement pégidiste. Pourquoi ? Parce qu'il a inventé quelque chose qui s'appelle le Maroc vert. Alors, il est habillé en bleu parce qu'il s'occupe aussi du programme de développement maritime qui marche un peu moins bien, vous verrez. Monsieur Le Foll, alors vous, je vous ne connais pas depuis très longtemps, depuis 1 minute et demie à peu près. Je n'ai pas Monsieur Tarab, j'en suis désolée, mais j'ai Madame Marie-Ange Debon. Alors, elle connaît la LIDEC au Maroc. Pour ceux qui servent à la LIDEC, vous savez que c'est la Lyonnaise des Eaux qui distribue, anciennement Lyonnaise des Eaux, qui distribue l'eau et l'électricité et qui fait le traitement de l'eau à Casablanca et qui a survécu aux troubles, aux relations qui sont parfois difficiles avec les élus locaux. D'autres entreprises françaises installées dans le même secteur n'ont pas survécu. J'aimerais bien qu'elle nous explique comment elle a fait pour faire du développement durable, y compris dans le domaine politique et du management. Monsieur Abaro, c'est un vieux mineur. Un vieux mineur. Il est tellement vieux mineur dans le plus grand groupe minier privé du Maroc qu'ils ont fabriqué plein de choses pour avoir de l'eau durable, pour ne pas trop la polluer, pour traiter les déchets, pour replanter. Et ils essayent de développer ça vers l'Afrique parce qu'ils sont de gros intervenants à l'Afrique. Alors je le vois qui rougit un petit peu parce que, vous savez, les gens qui font X-Mine, ils n'aiment pas tellement qu'on les flatte sur le plan commercial. Mais je commence par Monsieur Arnouch. Vous nous racontez pendant 4-5 minutes ce que vous êtes en train de faire sur Maroc vert. Et puis, je vous interpellerai sur Aliotis. Très bien. Merci Nadia Salah, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Donc, comme vous le savez, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a lancé un programme de développement ambitieux pour le développement de l'agriculture en 2008, qui est le plan Maroc vert, qui est un plan de développement axé sur 2 piliers. Un pilier sur la valeur ajoutée et un pilier, c'est là l'innovation de l'agriculture solidaire qui touche directement le petit agriculteur avec plus d'actions, plus de moyens de l'État pour encourager le petit agriculteur. Tout cela se basant bien sûr sur un ensemble de réformes du doing business de l'agriculture, mais également de la reconversion de 1 million d'hectares aujourd'hui, qui est une source de pauvreté au Maroc, sur laquelle les gens produisent des céréales, mais avec des niveaux de revenus qui sont très faibles et qui malheureusement apportent plus la pauvreté qu'autre chose. L'agriculture, depuis le début, nous avons voulu l'inscrire dans la durabilité et un des programmes phares, c'est surtout celui-là de la reconversion, puisque 1 million d'hectares reconvertis. Aujourd'hui, nous avons planté à peu près 260 000 hectares en arbres, et quand on voit le nombre des arbres que nous avons plantés depuis le plan Maroc vert, c'est à peu près 72 millions d'arbres. 72 millions d'arbres, c'est à peu près 170 millions de séquestration de carbone. Et également,
ce changement de comportement et d'attitude chez l'agriculture est important parce que il a envie d'utiliser plus de technologies, surtout plus d'intrants, et en utilisant le meilleur intrant, on arrive aujourd'hui à introduire des semences qui consomment, par exemple pour le blé, qui consomment moins d'eau, mais également si on prend par exemple notre écosystème des oasis, qui est très important pour certaines régions qui représentent une grande partie du territoire. Nous avons eu la maladie de Bayoud qui a presque sacrifié le 2/3 de nos oasis dans le passé, dans les derniers siècles. Et aujourd'hui, on a travaillé avec la recherche pour produire des produits proches du mjhoul, mais qui résistent à cette maladie de Bayoud. Nous les intégrons aujourd'hui dans les palmeraies existantes et on reste sur le mjhoul à l'extérieur avec des méthodes in vitro. Et ça, ce travail de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, de la recherche, mais également du comportement des opérateurs fait qu'on introduit parce qu'on a envie d'avoir des résultats, mais également parce qu'on veut conserver ce patrimoine qui est important. Ce qui est important à souligner, c'est ce souci de l'homme. Et on va le trouver partout dans toutes les politiques. Alors, je ne suis pas payée pour faire ça, donc ayez confiance dans ce que je vous dis. Le souci de l'homme, y compris à l'agriculture. On ne fait pas une agriculture industrielle forte, bien qu'on aimerait beaucoup. Une agriculture qui est très économe en eau, comme vous l'avez dit. Mais vous avez aussi planté des arbres. Alors, planter des arbres, c'est pas seulement faire un trou et y mettre une plante. Alors, l'eau est l'élément déterminant. C'est vrai, quand on prend la consommation, la disponibilité d'eau, par tête d'habitant, on est à peu près 740 millions de mètres cubes. Ce qui est à dire en dessous du seuil de pauvreté hydrique. Exact, on est en dessous, qui est à peu près à 1000 mètres cubes par habitant. Alors, nous voulons augmenter la production, augmenter la productivité avec moins d'eau. Donc, on a des programmes. D'abord, toute cette politique de barrage qui a été construite depuis Sa Majesté Feu Hassan II, qui est aujourd'hui accélérée par le souverain actuel. Rien que cette semaine, il était prévu d'inaugurer un barrage qui va fournir 125 millions de mètres cubes dans la région La Plaine de Fès, qui est déficitaire. Aujourd'hui, les gens pompent l'eau, il y a un déficit. Et grâce à ce barrage, on va rééquilibrer la nappe. Donc ce souci de rééquilibrage des nappes dans les bassins de production est quelque chose d'important. Nous le faisons à Fès. Nous allons le faire également dans la région du Souss, où il y a un phénomène d'inversion et d'intrusion de l'eau salée. Et donc, on va lancer une unité de désalinisation avec un réseau d'irrigués qui sera fait en partenariat public-privé. Et c'est aussi l'opportunité, j'espère, pour de grandes entreprises françaises de s'intéresser à ce projet. Mais également, nous avons un programme important de l'économie d'eau qui va toucher 550 000 hectares. Pour économiser l'eau, c'est 1,5 milliard de mètres cubes, et sur lequel l'État fournit des aides de 100% pour les parcelles de moins 5 hectares et 80% pour les parcelles supérieures à 5 hectares, et cela pour encourager. Et on a aujourd'hui un rythme de 60 000 hectares, et donc nous pensons l'atteindre bien avant l'horizon 2020, qui est l'horizon planifié pour le plan marocain. Et pour Aliotis, ça marche moins bien, ça. Non. Aliotis, c'est prendre la ressource halieutique sans la détruire, sachant qu'on a un passé d'accords internationaux qui étaient plutôt bien ou plutôt mal, ça dépend un peu des années, ça dépend un petit peu des accords. Aliotis, c'est vrai qu'il y a plusieurs volets. Il y a un volet important qui est celui de la préservation de la ressource. Sauf que le secteur de la pêche, vous avez en face les pêcheurs. Et donc les pêcheurs, il faut discuter, il faut négocier, il faut convaincre. Il est difficile, un pêcheur depuis des siècles qu'il travaille, et sa famille et ses ancêtres, il rentre là où il veut, que demain vous commencez à faire le gendarme, vous lui dites vous rentrez telle date, vous sortez telle date, ainsi de suite. Donc c'est un processus. Le repos biologique et les gestions des zones existent depuis le début des années 80. Alors,
quand on a lancé le plan Aliotis en 2009, seulement 5% des ressources avaient un plan d'aménagement, c'est-à-dire les arrêts biologiques, les quotas, quand est-ce qu'il faut pêcher, quelle région il faut pêcher ou pas, ainsi de suite. Et nous avons travaillé depuis 2009. Cette année, on va arriver à 85% des ressources. Les derniers arrêtés viennent d'être signés il y a 2 semaines. La plupart des ressources, et l'année prochaine, on arrivera à 95%, alors que l'objectif était d'arriver à 95% à l'horizon 2020. Donc nous sommes allés vite parce qu'il y a une bonne compréhension de la part des pêcheurs. D'abord, un travail remarquable de la recherche, parce qu'il faut connaître le milieu marin, il faut connaître la biomasse, il faut mettre les règles. Et une fois que nous avons ça, il faut discuter avec les opérateurs pour qu'ils soient d'accord qu'ils vont s'arrêter, par exemple, pendant 2 mois, ne pas pêcher la crevette dans telle région. Donc, c'est un impact social qui est très important. Mais comme on est allé plan par plan, ils ont vu quelques résultats très positifs d'amélioration de ressources, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à trouver des accords avec eux. Et je considère que sur la partie préservation des ressources pour le renouvellement de la biomasse, nous avons fait un progrès au Maroc très important de presque 85% aujourd'hui de la ressource qui est aménagée sous un plan, et tous les bateaux ont des VMS, comme ce qui se passe en Europe. Ils sont suivis par satellite. Il y a un centre de contrôle. Et chaque bateau qui va dans une région qui n'est pas autorisée, il reçoit son amende à partir de Ramadan. Donc il y a cette nouvelle culture qui s'installe. Ce n'est que le début. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais le process... Bon, après l'avoir bien taquiné, je dois dire que c'est le premier gouvernement où je vois qu'il y a du résultat sur mes 30 ans de carrière. Monsieur Le Foll. Oui, c'est moi. L'agriculture française est d'un type assez différent de l'agriculture marocaine. Est-ce qu'il y a des points de convergence durable? D'abord, l'agriculture française a une particularité, c'est qu'elle concentre tous les types d'agriculture que vous pouvez trouver en Europe. Donc elle n'est pas une, elle est diverse. Vous avez une agriculture des Grandes Plaines du Nord, vous avez une polyculture élevage de tout l'ouest de la France, vous avez des zones intermédiaires, vous avez des agricultures de montagne, vous avez une agriculture méditerranéenne qu'il ne faut pas oublier. Donc à partir de là, on a des convergences. Des convergences en termes de type d'agriculture, je prends la Méditerranée, des convergences en termes d'objectifs par rapport à l'ensemble méditerranéen avec le Maroc. Et on a eu beaucoup de discussions à la fois au SIAM, dans la mise en place d'un système statistique sur AMINMED, qui est quelque chose d'important pour que l'information circule, pour qu'on évite les phénomènes spéculatifs lorsqu'on a des problèmes de stock. C'est des petits sujets, mais c'est des sujets qui portent beaucoup une vision de moyen et de long terme sur la gestion globale du défi alimentaire méditerranéen. Donc ça, on l'a fait ensemble depuis le départ, et on a une collaboration sur ces sujets qui a été constante. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a des résultats. Quelles sont les autres convergences? C'est le défi de la durabilité. J'en discutais tout de suite pour dire que j'ai vu les inondations au Maroc, et j'ai noté ce qui est arrivé aussi en France, qu'il y a eu des décès. C'est un paradoxe. Beaucoup d'eau est tombée en peu de temps, et on sait que la problématique de l'eau est essentielle partout. On a aussi en France connu, là on connaît, sur des zones particulièrement sèches, là je prends toutes les Cévennes et tout le sud-est de la France, une pluviométrie extrêmement forte sur des durées courtes, et ça cause beaucoup de dégâts. Bon, donc on a un problème sur la gestion de l'eau, il est commun. Comment on traite cette question, à la fois sur la manière dont on aborde, ça a été dit, tout ce qui techniquement peut nous permettre d'utiliser moins d'eau pour avoir les mêmes effets en termes de production, tout ce qui techniquement nous permet aussi de stocker de l'eau. Je voyais qu'il y avait des barrages au Maroc, c'est pas toujours aussi simple de faire des choses dans les pays en particulier comme le nôtre. Il faut qu'on soit... Si vous croyez que c'est simple au Maroc, mais les études d'impact sont très longues, très difficiles. Les négociations peuvent prendre beaucoup de temps aussi. Donc on a de plus en plus de convergence. Alors, et il faut que se concerte encore un peu plus.
Donc la gestion de l'eau, c'est un vrai sujet. Ce qu'on porte aussi, et on l'a fait ensemble, c'est qu'à l'échelle de la FAO, on essaye d'intégrer dans les grandes démarches agricoles à la fois la dimension sociale de l'agriculture et la dimension environnementale. Dimension sociale, je sais que le plan Maroc Vert a 2 piliers qui ont été spécifiquement conçus, dont l'un pour la petite exploitation familiale. Parce que socialement, c'est important, lorsqu'on a beaucoup de petites exploitations, de ne pas considérer que l'industrialisation de l'agriculture doit se faire à une vitesse qui remettrait en cause énormément d'exploitations qui ont une viabilité économique et qui ont surtout une utilité sociale extrêmement forte. Et je sais que le plan Maroc Vert a intégré cette dimension et c'est très important de le faire. Oui, mais le plan Maroc Vert, il n'a pas l'Union européenne avec. Et il n'a pas l'Union européenne, même si l'Union européenne, au travers des accords de partenariat et d'échange, peut être aussi un élément qui permet à l'agriculture marocaine de se diversifier et surtout d'avoir des débouchés sur le marché européen. Mais je voudrais juste vous donner une réflexion sur le débat qui va nous occuper dans les 20 ans qui viennent, que ce soit d'ailleurs au Maroc, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit à peu près dans le monde. Et vous l'avez d'ailleurs juste souligné et abordé un tout petit peu, c'est qu'est-ce qui va faire que demain, on va maintenir une production agricole? Est-ce que ça va être uniquement des investisseurs qui vont venir investir dans l'agriculture de manière capitalistique? Et si ceux qui viennent investir investissent, c'est parce qu'ils veulent des niveaux de rentabilité de leur investissement et de leur capital. Ou est-ce qu'on garde une agriculture avec d'abord des chefs d'exploitation qui sont, alors là, selon les termes, des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, je laisse à chacun le choix de la nomination. Ça, c'est une question essentielle. Le choix aujourd'hui qui a été fait dans le cadre du Maroc Vert, c'est de maintenir une agriculture avec des structures familiales et sociales. Le débat qu'on a eu sur la PAC et celui qu'on a en France aujourd'hui, c'est comment on fait pour donner des tailles économiques qui soient viables et compétitives, et en même temps qu'on garde des chefs d'exploitation qui soient des agriculteurs. Je le dis d'autant plus pour une raison très simple. C'est qu'à moyen terme ou à long terme, ce qui a assuré la pérennité de l'agriculture partout dans le monde, c'est le fait qu'il y avait des agriculteurs. C'est-à-dire des gens qui s'engagent dans l'agriculture. Des gens qui, au-delà des variabilités des prix, des difficultés à un moment, restent agriculteurs. Si vous passez dans une agriculture qui devient celle d'investisseurs et capitalistiques, le jour où il n'y a pas de rentabilité, les capitaux s'en vont. Et à ce moment-là, il n'y a plus de production agricole. Et s'il n'y a plus de production agricole, vous avez un problème en termes alimentaires. Donc le choix, il est aujourd'hui, on le regarde, il existe les deux, mais il faut prendre garde au projet qu'on a derrière. Et je le dis pour assurer à la fois l'occupation de l'espace. Et sur le continent africain, le choix est le même? Et sur le continent, il est plus que jamais le même. Pensez que, j'ai eu des discussions plusieurs fois, qu'on va régler par exemple le problème et social et alimentaire de l'Afrique en utilisant des méthodes qui existent, avec des grands feedlots par exemple pour produire de la viande avec des milliers de têtes, en oubliant complètement la structuration d'une agriculture qui passe aussi par des agriculteurs, ça serait une erreur, je vous le dis, catastrophique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand je vois que des fonds souverains investissent et achètent des milliers, des millions d'hectares en Afrique? Expliquez-moi, comment se fait-il qu'en Europe, on ait fait quelque chose l'année dernière qui s'appelle un acte délégué. Un acte délégué, c'est quand l'administration européenne prend la place des élus ou de la Commission pour pouvoir régenter tel ou tel secteur. Et on a un acte délégué qui nous est tombé sur le coin de la figure au Maroc. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des risques très difficiles à gérer parce que ça devient de l'automatisme administratif. Il n'y a plus de... Allez jusqu'au bout, dites que c'est sur une question qui est liée à la tomate. Oui. Et voilà, parce que là, vous passez d'un grand sujet stratégique Oui. sur industrie et agriculture familiale à un acte délégué. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acte délégué? Vous l'avez un peu dit. Mais la Commission, qui est un exécutif à l'échelle européenne, c'est comme quand on vote des lois au Maroc ou en France, ensuite il y a un gouvernement, puis il y a des décrets. Donc c'est la Commission qui prend ces décrets. Et donc l'acte délégué, c'est l'équivalent d'un décret qui échappe, c'est vrai, à un débat politique, mais le débat politique a été le débat au préalable de l'accord commercial qui a été passé et qui a fait que le Maroc a un accord aujourd'hui pour une exportation de tomates sur... Ça ne concerne pas que la tomate. Et ça ne concerne pas que la tomate, mais en l'occurrence, c'était sur la tomate.
Donc c'est vrai que cet acte délégué aujourd'hui a remis en cause ce qui se passait depuis l'accord de partenariat et l'ouverture du marché européen. En cause en partie. Et donc on a eu une discussion, on l'aura encore la discussion, pour accorder... il fonctionne déjà depuis 3 mois. Politique. 3 mois. L'objectif politique du partenariat ça marche bien. Et au niveau commercial, avec le respect des règles. Voilà. Et donc ça, on a eu une discussion quand j'étais à Mexès, on en a déjà discuté. On avait, avec mon ami Miguel à l'époque, puisqu'il est devenu commissaire européen, discuté de ces sujets-là. Voilà. Si M. Arnouch me dit que depuis 3 mois, ça marche bien, bon, je n'ai pas entendu crier les producteurs. On attend le prochain incident. Vous voyez que même avec un acte délégué, on est capable quand même de trouver des bons arrangements. Une gestion. Maintenant, l'eau urbaine. On a parlé de l'eau agricole, 95% de la consommation, bien sûr. L'eau urbaine. Vous, excusez-moi, il faut que je remette mes lunettes, parce que sans lunettes, eh bien, je n'y vois plus rien. Madame Marie-Ange Debon, vous, de Suez Environnement, vous êtes un petit peu la figure égérique, on va dire, de la LIDEC à Casablanca, et vous connaissez bien le domaine dans lequel agit la LIDEC. Alors, la LIDEC, c'est la Lyonnaise des Eaux de Casablanca, cotée en bourse, et qui a transformé la vie des Casablancais. Alors, jusqu'à cet hiver, elle a fait disparaître les inondations, et elle a été capable de brancher l'eau et l'électricité dans des quartiers qui avaient été abandonnés. Pas la peine de revenir dessus, on a réussi à gérer ça. Ça ne s'est pas fait dans toutes les villes du Maroc. C'est un partenariat, un PPP, un partenariat public-privé, mais ça n'a pas marché partout. Pourquoi, à votre avis, ça a marché à Casablanca et que ça continue à marcher, alors que vraiment à Casablanca, on n'a pas les meilleurs élus du pays, hein? En tout cas, merci beaucoup pour ces mots très aimables pour la LIDEC, dont le directeur général est d'ailleurs parmi nous. Pourquoi est-ce que ça a marché? Je crois que ça marche parce que le groupe Suez Environnement au Maroc s'inscrit, dans la durée. On accompagne le Maroc depuis longtemps et dans toutes ses phases, parce que pour moi, clairement, on a eu une première phase qui est une phase d'équipement en grande infrastructure, qui a permis d'ailleurs au Maroc de faire un pas de géant dans l'atteinte des objectifs du millénaire, en termes d'eau potable, en termes d'assainissement. On a dû gagner 20 points dans toutes les villes urbaines aujourd'hui. Dans toutes les villes, on a un accès à l'eau potable salubre et un niveau d'assainissement très satisfaisant. Il reste encore un peu le rural sur lequel on doit faire des efforts, mais on a accompagné le Maroc dans cette évolution et on l'accompagne aujourd'hui dans une nouvelle évolution qui est l'évolution vers ce que nous on appelle l'économie circulaire. Donc c'est de travailler sur la ressource. Donc on a parlé de l'eau, évidemment l'eau est essentielle pour l'agriculture, donc comment la protéger, comment la réutiliser, par quelles installations peut-on la traiter pour l'utiliser pour l'irrigation. Donc ça, c'est évidemment un point très important. Vous avez le plus grand centre de traitement d'Afrique. Oui, on a, au Maroc, évidemment, avec l'IDEC, mais aussi avec CITA dans le traitement des déchets et de Raymond pour les infrastructures. Je crois qu'on contribue à modeler la problématique en matière d'eau et de déchets. Et sur le déchet que parfois on oublie, là aussi, dans le cœur de l'économie circulaire, c'est de recycler, c'est de transformer un déchet en une ressource. Et donc, pourquoi, je crois, on a eu du succès avec la LIDEC et pourquoi, je crois, on a du succès aussi avec nos autres activités. C'est parce qu'on essaye de s'inscrire dans une logique qui est... Nos métiers ne peuvent pas s'inscrire purement dans une logique très court terme. Les infrastructures impliquent des investissements de longue durée. On essaye d'être, je dirais, à la fois toujours et local et un peu global. C'est-à-dire que local, on a à la LIDEC, à CITA, évidemment, des équipes qui ont un local, marocaines, qui ont un savoir-faire local et qu'on appuie ponctuellement pour traiter des situations très spécifiques. Les inondations, vous l'avez mentionné, oui. Les situations de crise, rupture de canalisation,
problèmes pointus, pollution, avec un peu partout notre réseau qui a connu partout dans le monde, Haïti, en Inde, vous avez en une Australie, politique un savoir-faire. intense de communication avec votre environnement, que ce soit l'environnement presse comme d'où je viens, que ce soit vos clients, vos donneurs d'ordre que sont les élus, le gouvernement. Comment vous faites ça? Comme je le disais, d'une part, le temps, la gestion du temps. Donc on dira patience, persévérance, première qualité de nos équipes, je dirais. Deuxièmement, un mélange de local et global. Troisièmement, l'écoute. Et puis des réponses techniques aussi aux problèmes auxquels on est confronté. Les équipes de l'IDEC sont innovantes à plusieurs aspects. Vous êtes arrivé dans un milieu, ça a déjà une petite dizaine d'années, dans un milieu où on voyait les tranches de recrutement pour chaque campagne électorale. Je crois qu'on connaît ça en France aussi. Quand arrive une campagne électorale, les régies publiques recrutent. Vous arrivez là-dedans, entreprise privée, vous avez des objectifs de rendement, vous avez sur le dos un gouvernement et même le palais qui dit vous êtes la première expérience qu'on fait au Maroc, il faut que ça marche, et vous rentrerez en bourse. Comment vous avez fait pour passer d'une sorte d'un système qui fonctionnait très mal, qui n'arrivait pas à fournir l'eau à tout le monde, et d'un seul coup, vous avez rendu des gens performants? Vous avez fait quoi? Vous leur avez donné une pilule? Écoutez, travail des équipes, travail collectif. On se nourrit de nos expériences un peu partout. J'espère que là, nous sommes en train d'achever l'usine de Casablanca Est qui va permettre la dépollution de tout l'est de la ville. On va l'avoir achevée dans un temps record, à la demande de Sa Majesté qui l'a souhaité il y a environ 2 ans. Donc c'est une grande mobilisation des équipes, j'espère sous l'impulsion des équipes de direction. C'est vraiment la première chose. C'est aussi le fait que nos métiers, l'environnement, sont des métiers que nos équipes aiment. Vous êtes coté en bourse. Il faut des résultats. Tous les 6 mois, il faut des résultats. Sinon, comment vous faites pour manager un long terme avec l'exigence de résultats financiers? Vous avez négocié un contrat en or qu'on devrait renégocier? Non, je pense qu'on sait tracer des lignes de moyen terme. Nous avons, vous mentionnez, l'IDEC est une société cotée qui a aussi des partenaires marocains, donc qui sait à la fois concilier le court terme et le moyen terme. C'est le point principal dans nos métiers. Passons aux mines sur le long terme. Vous avez combien de mines au Maroc maintenant? Vous êtes le numéro 1 des mines privées. Vous avez combien de mines au Maroc? Combien dans le reste du continent? Alors au Maroc, nous avons à peu près 7 centres miniers, donc une dizaine de sites industriels, et nous sommes présents sur 7 pays africains. Vous faites tout minerai? Alors nous exploitons essentiellement des métaux, que ce soit des métaux de base, des métaux précieux ou du cobalt. Racontez-nous un peu plus longuement ce que vous avez fait à Marrakech. Alors, c'est une mine qui est un petit peu loin de la ville, pas trop loin de la ville. Racontez. Oui, effectivement, la mine de Marrakech, c'est une mine qui a été lancée à la fin des années 80, donc pas loin de Marrakech, il est à une trentaine de minutes. Aujourd'hui, c'est devenu un complexe industriel très important avec une dizaine d'unités industrielles et un centre de recherche et développement qui est certainement aujourd'hui le premier au Maroc. Alors évidemment, comme toute mine, ça commence par la recherche, l'exploration, les premiers sondages, et puis par la suite, le projet industriel, donc le montage du projet, et puis l'exploitation. Mais dans tout ça, évidemment, parce qu'on parle du développement durable, la dimension responsabilité sociale est quelque chose qui a toujours été présent depuis le début jusqu'à maintenant. Oui, Marrakech, c'est le pôle touristique, il ne fallait pas aller mettre de la pollution à 30 km. Surtout de la pollution visible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, absolument. Donc, dans un premier temps, d'abord, on commence par une étude d'impact, comme d'ailleurs pour tous nos projets miniers, donc pour s'assurer effectivement des enjeux sur le plan environnemental par la suite. Donc, ça a été fait. Par la suite, bon, un exemple, c'est que parallèlement à la construction du projet, on a transplanté pratiquement 30 000 oliviers, donc d'une ferme voisine.
Et Gemasa a été la première entreprise marocaine qui a été certifiée ISO 14001, donc à la fin des années 80. Déjà. Aux autres mines, vous avez une mine où vous avez eu un petit problème de disponibilité d'eau et de dispute sur l'eau. Comment vous l'avez réglé? Il y a une communauté à raconter. Bon, alors, la problématique des disputes, l'eau sociétale, l'eau sociale, le problème de l'eau, je crois que ce sont des enjeux qui sont permanents dans l'activité minière. Ça c'est la spécificité même, je dirais, de cette activité-là, parce que bon, il est toujours dans des zones relativement enclavées, donc il exploite des ressources épuisables. Et donc, je le dis bien pour ceux qui ne connaîtraient pas le Maroc depuis 20 ans, il est impossible au Maroc de régler un problème comme ça par l'autorité. Impossible. Donc, comment vous faites? Donc, d'une manière tout à fait naturelle, donc l'activité minière se met évidemment face à des enjeux de développement durable depuis le début jusqu'à la fin. Donc, la meilleure manière évidemment d'intégrer cela, c'est de faire en sorte que la responsabilité sociale soit encore une fois intégrée d'une manière permanente à la gestion et l'exploitation de nos ressources. Donc depuis le début jusqu'à la fin. Et intégrer en fait, je dirais, toutes les attentes et les besoins des parties prenantes. Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a les actionnaires pour lesquels il faut dégager de la valeur, de la rentabilité, mais il n'y a pas que les actionnaires, parce qu'on ne peut pas évidemment créer une richesse en étant complètement déconnecté de son environnement. Donc il a fallu prendre en compte effectivement les attentes, d'abord des populations environnantes, parce que c'est extrêmement important, d'autant plus effectivement qu'en général, les mines au Maroc se retrouvent dans des zones relativement arides, donc avec un stress hydrique important. Donc ce sont des enjeux colossaux. La problématique de l'eau est une problématique générale, et encore plus, je dirais, dans des zones comme celle-là. Oui, allez-y. Voilà, donc il a fallu effectivement dès le départ intégrer cet aspect-là. Donc on commence par évidemment des audits et je dirais un contact avec les populations environnantes pour effectivement prendre en considération leurs attentes et leurs besoins. Et puis par la suite, ça facilite les choses, la discussion, etc. Et puis par des programmes qu'on met en commun, des plans d'action sur le plan responsabilité sociale, ça permet effectivement de créer un climat, je dirais, d'échange et je dirais avec une valeur ajoutée pour tout le monde. Et les mines s'épuisent. Donc vous créez une vie à un endroit où il n'y en avait pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait pour arrêter la mine? Vous n'avez pas eu d'expérience, vous, de mine arrêtée? Vous, personnellement, M. Abarro? Si, bien sûr, on en avait, on a toujours. Bon, moi, ça fait plus de 35 ans que Parce qu'on ne peut pas abandonner les villageois comme ça. Non, ça fait 35 ans que je suis dans les mines et j'en ai vu des mines arrêtées, effectivement. Mais la mine arrêtée, bien sûr, on est encore une fois en face de ressources épuisables. Donc on sait quand on commence une mine, il aura une fin. Donc le plus important, c'est qu'il ne faut pas que cette fin se traduise par une rupture, un traumatisme pour la zone et pour la région. C'est pour ça qu'effectivement, encore une fois, la prise en compte du développement durable a beaucoup de sens dans nos activités. Donc il fallait absolument intégrer ça depuis le début, encore une fois, et puis faire en sorte qu'effectivement, que cet arrêt de la mine, que cette rupture se traduise avec le moins d'impact possible pour les populations. Donc il fallait effectivement accompagner les populations pour cela, donc en créant par exemple des activités génératrices de revenus. Donc nous avons tout un programme dans ce sens qui intéresse l'ensemble des collectivités, en s'appuyant d'ailleurs essentiellement sur les associations locales, donc les organisations non gouvernementales, et en partenariat avec l'ensemble des intervenants dans les régions. Un commentaire, M. Arnouch, là-dessus? Vous qui êtes, oui, parce qu'il est aussi l'élu du Sousse, donc un homme politique. D'ailleurs, ils ont une mine pas loin de mon bassin de Tafaout, qui est une mine importante, mais c'est vrai qu'une mine doit être en face par rapport à son environnement immédiat. Il doit s'occuper des problèmes de la société, il doit accompagner la problématique de l'eau. Est-ce que vous, les hommes politiques, vous n'en profitez pas pour faire un peu de chantage aux exploitants miniers? Non, écoutez, quand on s'approche des délais ou je dirais des rendez-vous électoraux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surenchères. Mais en tous les cas, moi, de mon côté, proche de l'industrie, proche de l'économie, je ne peux qu'encourager. Et bien sûr, il faut que la mine s'inscrit
également dans la durabilité, s'inscrit dans son environnement, gère ses plans de sortie. Et les gens, la population ne rejette pas l'exploitation d'une mine, mais il veut que ça se fasse dans des conditions durables. Ouais. Et je pense que notre ami Abao fait de l'excellent travail. Et vous, les hommes politiques, vous exploitez durablement les ressources qu'il y a autour de vous. Ah, ça, on a besoin de ressources. Donc l'exploitation durable des ressources politiques. Avez-vous des questions ? Bon, je sais bien qu'on n'a pas fait le centième de tout ce qu'on aurait dû dire dans les mines, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'eau. Mais bon, posez les questions qui vous intéressent. On vous écoute, madame. Oui, Jeannette Prétot. Je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Ambassade de l'eau et par ailleurs vice-présidente du comité de bassin Seine-Normandie, représentant les usagers non professionnels. Et j'ai une autre double casquette. Je suis d'origine libanaise, donc méditerranéenne, arabe, donc j'appartiens à ce monde arabe. À chaque fois que je viens à l'Institut du monde arabe, je me demande pourquoi est-ce que les Arabes ont un monde à part. Donc rejoignez-nous, le monde est un grand village. On avait fait justement pour les Arabes, pour la Méditerranée, pour toute la Méditerranée, à l'ambassade de l'eau, un outil de modélisation qu'on a présenté au Forum mondial de l'eau en tant que solution pour l'eau. Pourquoi nous l'avons fait, cet outil? Pour la simple et unique raison, c'est qu'on s'est rendu compte que nous avons besoin d'arbitrer, nous avons besoin de mettre tout le monde autour de la table et de parler en connaissance de cause avec un état réel des lieux, puisque la stratégie eau en Méditerranée n'avait pas été adoptée, puisqu'il y avait quelques-uns, je ne les nommerai pas, qui disaient vous avez volé l'eau, non, nous l'avons volée. Si nous avions les données devant les yeux, on aurait pu... bonne raison de se bagarrer. Hein? Voilà. Donc, cet outil est sorti de la tête des ingénieurs du monde méditerranéen, ça veut dire des écoles de toute la Méditerranée. Il a été fait par le Maroc, par la France, par le Liban et par l'Italie. Il a été présenté en 2012 et on l'a oublié. Alors que lorsque je vous entends tous parler, je fais appel à vous, je vous en supplie, aidez-nous à le remettre en route. Alors, puisque vous avez participé, Suez Environnement, le ministère de l'Agriculture, la France s'est engagée officiellement. Vous pouvez aller sur le site du Forum mondial de l'eau en disant nous allons développer cet outil d'ici 2015 pour le représenter à Daegu pour savoir quels sont les résultats. Et depuis, il a été oublié. On a besoin de vous, on n'a besoin que de 20 000 €. Alors, votre adresse mail? Alors, c'est ambassade de l'eau, en un seul mot, @orange.fr. Parfait. Tout le monde a entendu. Crowdfunding, c'est à la sortie, la caisse. Voilà. Mais il faut faire un peu plus de communication. Il ne faut pas faire comme les gens des mines qui ne communiquent jamais. Il faut faire comme les gens de la LIDEC qui communiquent beaucoup. Il faut faire comme les hommes politiques en France qui communiquent beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup Nadia de ramener toujours le curseur sur le cœur du problème, à savoir le développement durable, le développement inclusif évoqué ce matin par Séchaki Belmoussa. Alors moi, je voudrais reprendre l'idée clé de M. Stéphane Foll, à savoir que la question stratégique aujourd'hui, le choix stratégique, c'est soit donc l'agriculture d'investissement ou alors celle qui maintient les structures familiales et sociales. Pour me retourner vers Arnouch et lui poser la question, c'est Arnouch, vous avez parlé de l'agriculture solidaire en évoquant aussi cette question de pauvreté qui concerne quand même 5 millions de paysans donc au Maroc. Je voudrais savoir qu'est-ce que le plan vert a pu faire pour l'agriculture solidaire, surtout que cette année, le thème de la FAO, c'était l'agriculture familiale. Donc, merci Farida, voilà. C'est une très très grande journaliste au Maroc, Farida Moin, occupée en ce moment plus à Paris qu'à Casa ou à Rabat. C'est bien dommage, reviens-nous vite. Donc, sur la gestion de l'eau, si j'ai bien compris, il y a un logiciel, d'accord, qui a été créé de gestion. Mais de gestion, alors, urbaine, c'est quoi? C'est les deux? Oui, alors... Oui. Alors, s'il vous plaît, vous allez négocier ça. Ils vont déjeuner ensemble, vous les attendez à la sortie du déjeuner. Monsieur le directeur de cabinet, vous notez la dame, hein? On va regarder ça. De manière plus précise. Parce que c'est vrai que l'eau se gère sur des bassins hydrographiques
Et il faut prendre la ressource dans sa globalité. En même temps, avec les éléments de pluviométrie, il y a la gestion d'un capital, il y a la gestion de ce qui peut être aussi des intérêts de l'eau qui tombe l'hiver, l'été. Tout ça, c'est assez complexe. Il y a aussi la manière dont on traite l'agriculture et les sols pour garder l'eau ou pas. C'est des sujets très techniques et qui nécessitent d'être toujours adaptés à tous les écosystèmes. C'est ça le vrai sujet. Bon, alors après, je suis prêt à regarder la question de votre logiciel. Alors, l'agriculture solidaire est une agriculture particulière. Il touche la famille, il touche la petite exploitation. Nous avons 1,5 million d'exploitations agricoles au Maroc. Et la majorité, c'est la petite agriculture. Donc, en fait, le pilier 2 et l'agriculture solidaire, il consiste à toucher 1 million d'hectares de reconversion qui vont sortir du céréal. Des gens qui font des recettes aujourd'hui de $200 par an pour aller vers d'autres cultures à meilleure valeur ajoutée. Ils vont aller vers les olives, l'amandier, les arbres fruitiers, les rosacées. Et ça, c'est des investissements. Sauf la problématique, c'est que ces parcelles sont des petites parcelles. Alors, quand le petit agriculteur il a 5000 mètres carrés ou 1 hectare, il ne peut pas tout seul, dans son environnement, tout aux alentours, il y a du céréal et lui, il fait les olives. Donc, il faut traiter l'ensemble du projet. Et justement, on arrive à organiser, par exemple, 1000 hectares, 2000 hectares. Donc, il faut aller toucher des fois 1000 agriculteurs, 2000 agriculteurs. Il faut négocier avec eux, il faut discuter avec eux, il faut signer avec eux un accord que tout le monde va faire la même chose dans cette région. Ils vont faire, par exemple, les amandiers. Et donc, à partir de là, vous dites, d'accord, on va réaliser un investissement. L'État va mettre les moyens. L'État réalise avec eux, c'est-à-dire qu'il les emploie pour préparer, pour planter, pour faire le trou, pour avoir un petit bassin d'eau à côté, et également les accompagne pendant 3 ans pour qu'il y ait l'entretien de ces arbres. Et il faut aussi leur apporter des solutions de financement, parce que quand ils vont commencer à produire que 3 ans, 4 ans plus tard. Donc il faut qu'il y ait des recettes quand même qui arrivent à tomber chaque année. Et donc il faut faire un montage financier avec les banques pour avoir un crédit à maturation qui arrive avec l'arrivée de la récolte. Donc cet ensemble, quand il est terminé, et il est remis à ces gens-là qui créent des coopératives, qui créent, s'ils sont même sur 2000 hectares ou 3000 hectares, qui créent des JE. L'État aussi intervient pour leur apporter des unités de valorisation pour pouvoir transformer ce produit, l'enséchage ou le four ou la trituration pour l'huile d'olive. Et on organise ainsi. C'est un modèle qui a été calqué sur le principe du Millennium Challenge MCC américain. Et donc, nous avons réalisé cela et nous l'avons élargi sur l'ensemble du pilier 2, le plan Maroc Vert. Donc, c'est du vrai développement. Et au lieu de laisser chacun faire ce qu'il peut faire, par rapport je dirais, être en phase naturellement par rapport à la région où on est, quel type de culture, on essaie de convaincre, et c'est des discussions qui durent très longtemps, parce qu'il y en a qui veulent faire des olives, d'autres les amandiers, ainsi de suite. Donc c'est des discussions qui prennent des fois une année et demie avant de convaincre tout le monde, mais une fois que c'est fait, l'investissement se réalise. Donc c'est de la broderie, hein, la broderie à toute petite échelle, et il faut être malin, hein, très malin, et surtout beaucoup, ne pas économiser de salive, beaucoup parler. Autre question? Quand on plante des arbres, Monsieur Arnouch, on mobilise quoi? Vous en plantez des millions. Et vous avez créé... Moi, il y a 30 ans, il n'y avait pas de pépinière au Maroc, très peu. Et puis, il y a eu une ONG qui a dit il faut sauver les araucarias. Il paraît que les araucarias, les dinosaures les avaient broutés. Mais il n'en existait plus. Et ainsi de suite. Il faut travailler dans des écosystèmes très fragiles, avec des méthodes très modernes ou très anciennes. Racontez-nous vos plantations d'arbres. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, on a planté plus de 70 millions d'arbres à peu près. 70 millions d'arbres. Bien sûr, il faut une intégration de la chaîne de valeur, il faut des pépinières, il faut de la multiplication.
Je prends l'exemple, on a un projet de planter pour le plan Maroc vert 3 millions de palmiers. 3 millions de palmiers contre le Maroc. Quand on a commencé le programme, on n'arrivait pas à faire plus de 20 000 palmiers par an. Donc, avoir un objectif de 3 millions, c'est-à-dire revoir toute la chaîne de valeur. Hein. Il faut traiter à la base, il faut faire de la multiplication, il faut faire de la recherche, il faut livrer le produit pour les agriculteurs pour qu'ils puissent le faire. Et ça, aujourd'hui, nous sommes arrivés à 400 000 plants, vitroplants par an, grâce au travail de la recherche. Mais c'est un travail de la recherche, c'est un travail des multiplicateurs, donc il faut engager avec vous aussi le secteur privé qui va produire ces in vitro. Il faut avoir des contrats pour leur assurer sur 5, 6 ans, 7 ans que vous allez prendre la marchandise chez eux. Et aussi, il faut aussi des laboratoires de recherche développés, parce que quand vous allez donner un plan pour quelqu'un qui va planter le mjoul, il ne faut pas qu'il attend 7 ans. Qu'il attend 7 ans pour s'apercevoir que ce n'est pas le mjoul, c'est une autre marque. Donc il faut un suivi génétique. Le plan du palmier dattier, vous le plantez aujourd'hui et il faut attendre 7 ans pour que ça donne. Mais ça reste une des cultures les plus rentables aujourd'hui au niveau national. Alors, je suis désolée pour l'intégration maghrébine, parce que jusqu'à maintenant, on achetait les dattes en Algérie et en Tunisie, mais on commence à avoir des dattes marocaines qui sont bonnes, Je voudrais juste rajouter un point sur ce sujet des arbres et de l'agriculture, parce que l'Université de Montpellier est pilote dans le domaine de ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire l'association entre la production sylvicole et la production agricole. Utiliser les arbres à la fois pour ce qu'ils peuvent produire en termes de fruits, utiliser des haies pour ce qu'elles peuvent produire en termes d'auxiliaires, utiliser la capacité des arbres à aller pomper l'eau le plus profond pour un peu d'évapotranspiration dans les zones où ils existent, utiliser les arbres pour l'ombre qu'ils peuvent apporter lorsqu'il y a de l'élevage. C'est des combinaisons extrêmement sophistiquées aujourd'hui. Et il y a des recherches qui sont menées, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'espace méditerranéen, dans le cadre du SIAM, avec Bertrand Hervieux qui est là-bas. On a engagé des réflexions communes et convergentes sur ces techniques nouvelles qui s'adaptent dans les zones les plus sèches, qui permettent à partir de là, je l'ai dit, d'avoir des objectifs de production autour des arbres, mais aussi pour l'agriculture. Donc tout ça, ça fait partie des modèles de production nouveaux sur lesquels la recherche, l'expérimentation et la collaboration entre nos pays est extrêmement importante. Ça vaut, dans le cadre du plan qui a été présenté là, avec le plan Maroc vert sur les plantations, hein, avec l'effort qui est fait, qui est massif. La question des arbres dans tout le bassin méditerranéen, c'est la capacité qu'on a à lutter contre une érosion éolienne terrible, progression du désert et du sable. Il y a là des enjeux majeurs. Et en même temps, quand on peut en même temps utiliser ça pour faire de la production agricole, vous vous rendez compte des mutations qui sont en cours. Et là-dessus, on travaille vraiment main dans la main. Ça fait partie des grands enjeux stratégiques qu'on a fixés dans le cadre de la recherche au niveau de la Méditerranée. Question ? Alors, une réponse. Oui. Pas de question, mais je veux bien faire une réponse quand même. Faites des questions aussi. Non, je voudrais juste faire un lien entre notre table ronde et celle d'avant sur l'Afrique, parce que je crois qu'on peut aussi, dans nos secteurs de l'environnement, le Maroc est pionnier sur un certain nombre d'expériences, et il y a des expériences, des sites pilotes, des réussites qu'on peut transposer en Afrique. Nous, évidemment, vous avez gentiment fait l'éloge de la LIDEC. La LIDEC gère 4000 km de réseau. On est capable de gérer un réseau de manière assez fine, et on sait ce savoir-faire, on sait le transposer dans d'autres pays. Et dans le déchet, on a aujourd'hui une expérience à Meknès qui est très intéressante. On remet complètement à plat un centre d'enfouissement dont on récupère le gaz, on produit de l'énergie, on le traite d'un point de vue environnemental. On a une briqueterie à côté qui va fonctionner avec le gaz issu de notre décharge. Donc on réconcilie complètement l'économique et l'environnemental avec ces projets. Et ce sont des projets qui sont tout à fait transposables en Afrique, et que nous, on souhaite porter avec nos entités marocaines sur d'autres pays d'Afrique. Voilà, il existe le même système, un peu plus grand, à Rabat Salé, et celui de Akrash,
la décharge d'accroche entre Rabat et Salé, les capitales politiques. Et celle de Rabat-Salé a été financée sur les crédits carbone. Alors les crédits carbone, on en a une très mauvaise image parce que maintenant il y a eu une arnaque, arnaque et puis une escroquerie à la TVA ou je ne sais plus quoi sur les crédits carbone. Pour ce qui continue à fonctionner, il ne faudrait pas le laisser perdre. Parce que beaucoup d'entreprises au Maroc qui sont très structurées sur le plan d'encadrement d'ingénieurs, comme Lafarge et d'autres, ont utilisé ces crédits carbone pour passer partiellement de l'énergie éolienne ou partiellement de l'énergie hydrique, tout simplement le mouvement des vagues. Et ça, c'est une expérience intéressante parce que ça permet d'installer de grands centres industriels loin des réseaux et qui ne viennent pas pomper sur les réseaux. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas suffisamment de production électrique pour des raisons politiques. On n'avait pas fait le boulot et on avait été obligé de couper l'alimentation électrique des quartiers industriels. Nous sommes en 91 là. Jamais on veut que ça recommence. Jamais, jamais, jamais. Ça a peut-être coûté 1 point de PIB à cette époque-là. On n'a pas de point de PIB à gaspiller. On a trop de gens qu'il faut sortir de la misère. Donc ce travail sur les crédits carbone, si on peut, grâce à la synergie franco-marocaine, essayer de repousser les caisses de gestion, la CDG et la CDC, les ramener sur ce financement des crédits carbone parce que ce sont elles qui sont les intermédiaires, il y a du boulot à faire, et pas seulement au Maroc, pas seulement en France. Il y a du boulot à faire en Mauritanie, il y a du boulot à faire au Mali, il y a du boulot à faire au Burkina, de ces pays qui n'ont peut-être pas forcément les compétences techniques pour gérer ce genre de produits. C'est complexe, hein, le crédit carbone, mais il faudrait s'intéresser à ça. Il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Vous, l'ingénieur du coin, là. Oui, je voulais juste revenir sur le sujet de l'agriculture et de l'eau dont on parlait, messieurs les ministres. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes présents dans des zones relativement enclavées où il y a un stress hydrique important. Et en fait, chaque cas est un cas particulier. Pour chaque cas, il faut en fait apporter des solutions adéquates. Et problématique, par exemple, dans ces zones-là de l'agriculture, on ne peut pas la déconnecter de la problématique de l'eau. Les deux sont intimement liés, parce que c'est des zones dans lesquelles on a une pluviométrie qui est inférieure à 100 mm. Donc le problème qui s'oppose dans un premier temps, c'est réellement la bonne gestion de la ressource en eau dont on dispose, et il n'est pas très importante. Vous savez, 50 ou 100 mm d'eau par eau, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Alors, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, et en plus, si vous avez des activités minières, évidemment, ça vous réduit évidemment la ressource disponible. Et c'est pour ça que, dans le cadre des actions sociétales que nous avons lancé tout un programme à l'échelle régionale, au niveau des bassins hydrauliques, pour la gestion de la ressource en eau et l'allocation de la ressource en eau, mais à l'échelle régionale, et en se faisant aider par des experts internationaux. Moi-même, j'étais allé voir, par exemple, des expériences qui ont été vécues en Inde qui sont extraordinaires. C'est-à-dire, sur des zones où vous avez des pluviométries relativement faibles, on arrive à développer une agriculture adaptée. Et donc, en fait, il fallait déjà commencer par ça, et pour pouvoir, par la suite, effectivement, gérer et développer autour l'agriculture adéquate. Un commentaire, des questions? Vous êtes assommé. Attention, il ne faut pas croire que le Maroc, c'est le paradis de l'écologie. Hein. C'est pas comme ça. On bosse, c'est vrai. Il y a encore pas mal de boulot à faire. Hein. Bonjour, ici. Oui. Pierre-Olivier Roux, je suis journaliste au magazine L'Usine Nouvelle qui comprend un site dédié à l'actualité économique du Maroc. J'avais une question concernant la gestion de l'eau et des déchets. Il y a eu pas mal d'expériences très malheureuses en matière de gestion déléguée. Donc la question s'adresse à M. Arnouch, même si ce n'est pas son domaine de compétence. Mais quelle est la politique de votre gouvernement concernant la gestion déléguée? Est-ce que c'est une option qui a un avenir encore au Maroc pour les problématiques de services collectifs, ou au vu des expériences malheureuses, c'est quelque chose qu'il faut arrêter selon vous? Merci. Écoutez, je pense que de manière générale, le partenariat public-privé est une des priorités du gouvernement et de l'État marocain.
Au sein du gouvernement, nous pensons que tout ce qu'on peut faire ensemble avec le secteur privé va accélérer le processus du développement du pays. De toute façon, l'État n'a pas les ressources de tout faire. Donc ça, c'est un choix qui est clair. Et aujourd'hui même, une loi est sortie sur les projets PPP et donc pour encourager encore plus. Les concessions, les gestions de délégués, je pense que les villes, aujourd'hui, il y a une dynamique d'investissement importante parce que énormément de villes, et la dernière, Sa Majesté vient d'inaugurer la semaine dernière une des plus grandes stations au Maroc de traitement des eaux usées à Fès, très moderne et qui va régler la problématique des eaux usées dans la région. Et toutes les villes aujourd'hui, même les petites villes rurales qui commencent à prendre de l'importance, sont en train de s'équiper en assainissement, mais également en réseau de distribution. Donc, et je pense que c'est des investissements qui sont tellement importants que, en fait, l'État est là quand c'est pas encore mûr pour que ça passe entre le secteur privé. Donc, l'avenir est pour le secteur privé et je pense qu'il faut regarder ce qui se passe à l'avenir dans ce domaine-là au Maroc. Puis il y a autant de systèmes qu'il y a de cas. Hein. Ça se négocie, c'est de la haute couture. C'est heureusement que c'est de la haute couture, ça nous donne plein d'occasions de faire des articles, à nous les journalistes. Des questions. J'avais une dame qui était par là. Oui. Allez-y, jeune homme. Oui, moi, Yassir Mouline, responsable d'ingénierie au sein du groupe SPI, plus particulièrement SPI Communication. Le groupe SPI est le leader européen du multitechnique. Donc on fait du nucléaire, de l'électrique, du bâtiment et des télécommunications. Et je voudrais revenir sur le sujet même de cette table ronde, qui est le Maroc, leader du développement durable en Afrique. On a beaucoup parlé de l'agriculture, on a parlé de l'eau, on a parlé des mines un petit peu aussi, mais on n'a pas parlé d'un point qui est très très important, je pense, dans le monde d'aujourd'hui et pour l'avenir, qui est l'empreinte carbone d'un pays. L'empreinte carbone d'un pays, tant par le développement de l'électronique et des moyens de télécommunication, et de communication plus généralement, c'est une question fondamentale aujourd'hui dans le cadre du développement durable. Et donc, ce que je voulais dire par rapport au Maroc, leader du développement, quel est aujourd'hui le niveau, au niveau développement et au niveau développement durable, donc ces deux questions en une, des réseaux de télécommunications et de l'industrie de la communication au Maroc. Ça, c'est un premier point. On avait sur le sujet, je lisais, bâtiments intelligents, bâtiments basse consommation. Qu'en est-il réellement au Maroc? Est-ce que c'est des points qui sont abordés, sachant que là, on a parlé beaucoup d'agriculture et de pêche, mais on n'aborde absolument pas ces sujets-là. C'est vrai que, n'en déplaise aux responsables de l'ANRT, que j'ai entendu dire que le Maroc était leader dans les réseaux de télécommunications, ce qui, à mon sens et de mon point de vue professionnel, n'est absolument pas le cas, puisqu'on reste dans une zone de confort où le Maroc était assez en avance et pas mal développé au début des années 2000, mais on a accumulé depuis beaucoup de retard sur les investissements en télécommunications. Alors, le Maroc en tant que leader, je veux bien, mais quels sont les référentiels? Quels sont les référentiels du leader et quels sont les référentiels par rapport au développement durable? Le ministre est préposé pour répondre aux questions politiques. Non, je pense que ce matin, cette table ronde a l'avantage d'avoir deux ministres de l'Agriculture, et c'est normal qu'on parle d'agriculture et qu'on mette en avant les acquis de l'agriculture et de la pêche, et qui sont des secteurs qui sont très importants. Il ne faut pas oublier que au Maroc, c'est quand même entre l'agriculture et l'agro-industrie et la pêche, on est à 20% du PIB, donc c'est assez significatif. Mais je peux vous assurer, pour les gens qui connaissent le Maroc est un véritable chantier de transformation, où il y a de développement, où il y a des besoins. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est politique de l'eau, de l'assainissement,
de la distribution de l'eau, où les villes se développent, les villes se structurent, les villes changent de visage. Moi, j'étais dans la région de Boujdo, dans le sud du Maroc, au Sahara. J'ai vu des routes 3-4 voies dans des patelins très perdus, dans une ville qui est très loin de la ville de l'Ayoun. Donc il y a du développement, il y a du potentiel. Maintenant, chaque secteur essaie, bien sûr, d'introduire cette notion de durabilité parce qu'il y a une charte de l'environnement qui doit être respectée, qui est voulue par Sa Majesté. Nous avons des débats, je peux vous assurer, très riches. Le dernier, j'ai parlé tout à l'heure du barrage de Mdez. Eh bien, il y a 3 semaines, 4 semaines avant l'inauguration, il y avait des débats parce qu'à un moment donné, on pensait le faire pour l'électricité, pour produire l'énergie. Et donc, ça ne profitait pas au bassin de Fès qui était déficitaire de 125 millions de dirhams. Mais c'est des arbitrages qui montent très haut et qui ont donné raison au développement durable. C'est-à-dire réétablir, rééquilibrer la nappe. Monsieur l'ambassadeur est ici, il a été ministre de l'Intérieur, il a vécu avec nous des discussions très intéressantes sur le développement des golfs dans la région de Marrakech. Mais mieux que ça, moi je l'ai connu bien avant. Il était cadre au ministère de l'Équipement et des Travaux Publics et ils ont lancé les études d'impact. Une chose qu'ils ont inventée, le TRI, le taux de rendement interne, qui est maintenant appliqué par la Banque mondiale. Ça ne nous rajeunit pas, pardon, monsieur l'ambassadeur. Je me suis arrêté au ministre de l'Intérieur parce que c'est là où il y a eu ce débat, où la politique de l'eau, et on a vu des développements accélérés de golf dans la région de Marrakech, et qui pompaient de l'eau et qui prenaient de l'eau de l'agriculture, et notre dotation baissait. Et il y a eu des arbitrages à très haut niveau pour faire des installations et pour faire la réutilisation des eaux usées pour les golfs. Aujourd'hui, nous avons une station qui va fournir 30 millions de mètres cubes. Déjà 8 sont livrés pour les golfs et le reste va être livré en attendant les canalisations qui vont passer chez les 8 golfs ou les 10 golfs qui sont à Marrakech. Donc ces débats sont profonds, existent au Maroc, bien sûr. C'est un pays jeune. On est en début de process, mais l'essentiel, c'est que le gouvernement, les opérateurs et la société civile intègrent cette composante de l'environnement et de la durabilité dans tout le projet de développement que Sa Majesté veut pour le pays. C'est la dernière question. Quelqu'un qui était par là. Non, juste un... Ah oui. Je crois qu'il y a un domaine où le Maroc fait des avancées très importantes dans le développement durable. Bon, il y a évidemment tout ce qu'a dit Monsieur le Ministre, mais il y a dans le domaine de l'énergie. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir de tous les projets qui ont été engagés, dont certains sont réalisés, d'autres vont venir dans l'avenir. Donc, que ce soit dans le solaire, je crois qu'il y a des investissements énormes dans la région de Ouarzazate qui ont été lancés et qui ont, je dirais, qui sont absolument importants à l'échelle mondiale. Et puis, il y a aussi pas mal de projets qui ont été lancés dans l'éolien. À titre d'exemple, 60% de l'énergie que nous consommons dans nos unités industrielles provient de l'éolien. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et donc, c'est une tendance qui va devenir de plus en plus forte dans l'avenir, puisqu'on prévoit dans un horizon peut-être de 5 ans que le pourcentage de l'énergie propre représentera à peu près 20%. Donc, en tout cas, c'est une tendance très lourde. Je crois que c'est un choix stratégique qui a été fait par le Maroc et c'est extrêmement important. Et je pense que ça va créer toute une dynamique autour effectivement de l'énergie propre et du développement durable dans ce domaine. Plus de questions? Alors, je vous livre une devinette. Un petit travail d'ingénierie que vous allez nous faire. Pour éviter la déforestation, on subventionne massivement au Maroc les petites bouteilles de gaz, et les grandes aussi. On les subventionne si bien qu'on voit dans les plaines des puits qui font monter l'eau au gaz au lieu d'utiliser l'éolienne. Bien. On subventionne les arbres pour replanter. Vous me faites la solution, s'il vous plaît? Et vous évitez de créer des manifestants, de créer des gens qui viennent protester devant le Parlement. La question est, comment passe-t-on de la subvention du gaz, qui est la subvention à une énergie fossile,
qui est là pour éviter la déforestation, à un système beaucoup plus écologique et durable. Ça, c'est une petite blague pour vous montrer combien ça peut être difficile et combien ça n'est jamais univoque de régler un problème et qu'il y a souvent des changements sociétaux extrêmement importants derrière. Et je passe sur toutes les critiques que je voulais faire sur l'écologie au Maroc. J'avais fait 9 pistes. Si les gens veulent voir, Lima a mes 9 pistes. Et il y en a une 10e qui est le développement social durable, qui n'est pas du tout connu à l'étranger, mais qui fait un travail énorme au Maroc. C'est connu sous le nom INDH, même en arabe, Initiative nationale de développement humain, qui va dans les tout petits détails, faire une petite salle de fête dans un quartier d'une médina. Eh bien, figurez-vous que faire une petite salle de fête qui coûte quoi? 1 500 €? Pas tellement plus. Où les gamins, les jeunes d'à côté ont mis un petit peu la main à la pâte, ça leur change la vie aux jeunes. Ça change la vie aux familles autour. Mais il faut avoir une énergie colossale pour lutter contre toutes les pesanteurs. Car évidemment, les gens qui veulent faire cette petite salle de réunion, cette petite salle polyvalente où on va faire les mariages, où les jeunes pourront venir jouer au lieu de traîner dans la rue, on leur dit « Ah, c'est pas sérieux, c'est pas du développement de faire une salle des fêtes. » Voilà à quoi se résume cette vie sociale, cette vie politique du développement durable. Et je vous assure que c'est passionnant tous les jours. Je vous remercie de votre attention. Allez-y. Je vous invite à rejoindre le restaurant pour le cocktail.